Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 4 mai 2020 et le sentiment s'est nettement dégradé d'un point de vue global, mais nous allons débuter par la région Asie-Pacifique avec le Hang Seng qui chute de 4,1%, le Kospi coréen se replie de 2%, l'Indian Nifty de 5% et actuellement nous avons pu constater des gaps baissiers très conséquents en Europe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis ont intensifié la pression sur la Chine. Mike Pompeo a déclaré qu'il existait un grand nombre de preuves selon lesquelles le Covid-19 proviendrait du laboratoire de Wuhan. Et le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis se retiraient de l'accord commercial au cas où la Chine ne respectait pas ses engagements d'achat de matières premières agricoles. Souvenez-vous, hein, c'est cette fameuse clause dans le Phase One du deal entre la Chine et les États-Unis signé, annoncé début du mois de janvier. Un petit point sur le coronavirus avec un nombre total de cas confirmés qui a dépassé les 3,5 millions, un nombre de décès qui s'élève à 238 000, tandis qu'1,15 million de personnes se sont rétablies. Donald Trump a déclaré qu'il s'attendait à 75 voire 100 000 décès aux États-Unis. À noter également que des coups de feu ont été tirés dans une zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud au cours de ce week-end. Le Royaume-Uni qui devra entamer des négociations commerciales avec les États-Unis au courant de cette semaine. Et à noter également que Warren Buffett aurait vendu ses participations dans 4 compagnies aériennes, concrètement tout ce qu'il possédait hein, dans ce secteur-là, et cela en dépit d'une forte baisse du marché. Et donc, pour le coup, c'est à hauteur de 137 milliards de dollars sur les compagnies aériennes. Et les offres d'emploi en Australie qui ont chuté de 53,1%. En avril, les autorisations de construction ont chuté de 4% en mars et S&P qui a confirmé la note de AA pour la Nouvelle-Zélande avec une perspective stable. Et il faut savoir que nous prendrons connaissance hein, de plusieurs PMI. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance du PMI manufacturier en Corée du Sud qui a chuté à 41,5 points. Précédemment, il était à 44,2. Et donc le Japon, toujours en Asie-Pacifique, qui envisage une prolongation de l'état d'urgence, et ce jusqu'à la fin du mois de mai. Et concernant les pétroles, la Texas Railroad Commission votera probablement contre la réduction de la production de pétrole au prorata, donc lors d'un vote qui aura lieu dès demain. Donc voilà concernant l'actualité économique et financière. Concernant le calendrier économique du jour, on attend principalement des PMI révisés, des PMI en provenance d'Europe principalement. Donc ces PMI-là, on en prendra connaissance tout au long de la matinée. Dans 15 minutes, donc à 9h15, ce sera le PMI manufacturé pour le mois d'avril. En France, à 9h50, PMI manufacturé également pour le mois d'avril. À 9h55, ce sera au tour de l'Allemagne de publier son PMI manufacturier d'avril. Et à 10h, en zone euro, on prendra connaissance de l'indice des prix à la consommation dans le secteur manufacturier pour le mois d'avril. Et en zone euro, l'indice Syntex pour le mois de mai. L'après-midi, on prendra connaissance des commandes d'usines pour le mois de mars. Aux États-Unis, on s'attend à un repli de 9,8%. Donc attention tout de même à cette publication, une publication qui pourrait accélérer les replis que l'on constate actuellement, des replis qui pourraient se poursuivre, car en journalier, nous avons des patterns de retournement. Nous allons en parler. À noter qu'on prendra connaissance également de la décision sur les taux de la RBA, et ce, à partir de 18h30, donc 18h30, aucun niveau à ce niveau-là n'est attendu. Ce qui pourrait prendre le dessus, ce serait le flux d'informations, notamment hein, suite à cette intensification de la pression sur la Chine, notamment de la part de Pompeo, et ces preuves selon lesquelles le virus viendrait de ce fameux laboratoire à Wuhan. Ceci étant dit, nous allons faire un point sur les indices boursiers, des indices boursiers en net repli. Nous allons débuter tout d'abord par le DAX en hebdomadaire. Souvenez-vous, le DAX en hebdomadaire, le Dark Cloud Cover qui avait annoncé le repli du DAX en hebdo. Nous sommes allés chercher la Kijun en hebdo. Nous sommes allés chercher du bout de la mèche supérieure cette oblique haussière avant de se retirer sous la Kijun. La Kijun, les 10 900 points, on est en train
On est en train de on est sous les 10 475 actuellement, soit les plus bas de 2018. Donc actuellement en repli, un Dark Cloud Cover, on s'en souvient, qui avait annoncé le repli. Et ce que l'on peut constater, c'est que le DAX nous affiche en données journalières un nouveau Dark Cloud Cover. Donc le voici. Encore une fois, ce Dark Cloud Cover qui nous annonce peut-être la fin de ce rebond, un rebond qui a largement perduré, et c'est donc cette oblique haussière qui met la fin à ce rebond, visiblement au vu de cette figure chartiste de ce Dark Cloud Cover. Le Dark Cloud Cover en données journalières sur le DAX. En données hebdomadaires, c'était un Dark Cloud Cover qui nous avait annoncé le début du sell-off, et aujourd'hui la fin du rebond en données journalières nous est annoncé par un Dark Cloud Cover et un gap baissier. Un gap baissier extrêmement conséquent. Le DAX tente d'en combler une partie. Ici, donc, nous allons passer sur le DAX en données H4. Ce gap baissier nous a renvoyé directement en dessous de F3. Souvenez-vous d'F3, c'est Speedlines qui prennent pour référence le 19 mars 2020. Donc très intéressant ici de constater ce gap baissier qui nous ramène en dessous d'F3, en dessous du nuage. On vient se placer sur F3 par la suite et on progresse à la hausse jusqu'au niveau de ce palier de SSB, les 10 575. C'est la résistance qui a freiné cette tentative, si je puis dire, de comblement de gap. Nous allons le tracer immédiatement. Donc les 10 575, un DAX qui s'est retiré par la suite après avoir tenté de s'affranchir de ce palier de Kijun. Donc voilà pour le DAX en données H4. À noter tout de même, nous sommes quasiment allés jusqu'à la ligne de force N à 11 357, ligne de force N issue de ce N haussier qui nous a permis de nous affranchir de notre nuage H4. Donc voilà pour le DAX en données H4 avec un retour sur ce palier de Kijun et un retrait qui continue de se poursuivre après une tentative de comblement du gap, un gap qui s'est vu combler à 50%. Alors en données H1, à présent, nous allons retirer Ishimoku pour plus de visibilité dans un premier temps. Il est intéressant de noter tout de même que nous sommes allés chercher la dernière ligne de force E lors de ce N haussier, légèrement avant les 11 320 points. Donc souvenez-vous de ces 11 320 points. Donc visiblement, c'est un niveau que nous sommes allés chercher. Nous ne sommes pas parvenus à aller combler le gap dans son intégralité, mais nous sommes bel et bien allés chercher les 11 320 points, 11 320 points qui correspondent à un palier ici de SSB. Donc c'est le niveau que nous sommes allés chercher. Nous sommes repartis à la baisse par la suite avec un franchissement ici de la borne inférieure de notre biseau ascendant. Par la suite, nous avons eu le droit à un pullback qui s'est effectué à ce niveau-là, très exactement, et le gap baissier qui nous permet d'aller nous placer beaucoup plus bas et d'aller chercher cette ligne de force NT. Donc cette ligne de force NT qui correspond à ce N baissier, donc un N baissier ici qui s'est déployé, nous avons eu un gap breakaway pour sortir du nuage par le bas, nuage H1, et donc cela nous a permis d'aller chercher la ligne de force NT à 10 386 avant de repartir à la hausse en direction de la Tenkan, qui est bien la résistance à 10 613 points. Donc repli pour le moment, on devrait se replier en direction des 10 490, soit le palier de ce SSB. Si on franchit les 10 490, ce serait pour aller chercher les 10 386. Ici, la ligne de force NT. Vous avez tous les niveaux en cas d'une poursuite ici de la baisse. Donc ce sont les différentes lignes de force NT, N et E pour aboutir à 10 165. Donc l'objectif ici ultime, attention à tout franchissement des 10 165. Hein. C'est le point bas par exemple du 15 avril, c'est le point bas également du 7 avril. Si on le franchit, ce serait très certainement pour aller chercher le seuil psychologique des 10 000. Donc des niveaux très importants actuellement sur le DAX. Alors je vais mettre en évidence ici
le niveau des 10 000 que voici et donc on attend un franchissement des 10 490 pour aller chercher les différents objectifs, soit les lignes de force de ce NBC. Si la ligne de force E est franchie, c'est pour aller chercher 10 165. Si c'est franchi, c'est pour aller chercher les 10 000. Attention tout de même à tout franchissement à la hausse des 10 660, ce qui pourrait permettre au DAX d'aller chercher les 10 770. Donc voilà pour les deux scénarios avec un biais clairement baissier, malgré une tentative du DAX de combler son gap. Le CAC 40 à présent, donc nous avons parlé du DAX et de cette figure de retournement, donc ce Dark Cloud Cover qui vient nous annoncer un retournement baissier. Je viens de supprimer mon graphe sur le CAC 40. Alors ici, le CAC 40 en données journalières, nous avons un bearish engulfing pattern. Et encore une fois, c'est une figure de retournement, il me semble. Voilà, nous en avions eu un sur le Dow Jones en hebdomadaire. Donc c'était cette figure qui nous avait annoncé la baisse pour le Dow Jones. Souvenez-vous, la voici. Et donc pour le CAC 40, la voilà. Donc c'est une figure de retournement gap baissier. Alors j'ai perdu mon graphique, hein, je viens de le supprimer à l'instant, donc je referai tout le travail chartiste juste très rapidement. Nous allons parler du CAC 40 en données journalières et nous allons passer par la suite en données intraday. Donc un bearish engulfing pattern qui permet un gap baissier. On tente de le combler. Nous avons ici un niveau important, notre Kijun, un gap qui très certainement ne sera pas comblé dans son intégralité car pour un comblement intégral, il faudrait réintégrer également le nuage et aller chercher la Tenkan, soit les 4500 points. Pour l'heure, le CAC 40 en est bien loin, mais le CAC 40, ce qui est plus important, c'est que le CAC 40 en données journalières nous donne également un pattern de retournement, soit ce bearish engulfing pattern, cet avalement baissier à l'image du Dow Jones en hebdomadaire. Du Dow Jones en hebdomadaire, bien entendu, le 16 février. Ici, nous faisons un parallèle avec les patterns qui nous avaient annoncé cette baisse due à la pandémie du coronavirus. Donc le CAC 40 en données H1 ici, nous avons construit donc un N baissier, nous allons ajouter Ishimoku immédiatement. Donc N baissier, nous sommes allés chercher cette ligne de force, la ligne de force NT avant de s'échouer sur les 4410. On va sûrement refranchir à la baisse les 4390, ce qui validerait les différents scénarios baissiers avec les NT à 4370, N à 4330 et E à 4293. Donc voilà pour le scénario baissier sur le CAC 40. En revanche, si on venait à s'affranchir des 4455, ce serait pour aller chercher les 4500. Mais pour l'heure, un biais clairement baissier en vue de finaliser ici ce N jusqu'à la ligne de force E. À noter que le CAC 40 est allé chercher toutes ces lignes de force jusqu'à E, au-dessus des 4680, afin de finaliser ce N haussier et d'aboutir au repli que nous constatons actuellement. Les indices américains à présent en données journalières, donc les indices américains qui avait affiché une hausse assez extravagante, assez étonnante au vu de la situation, et notamment le Nasdaq. Donc visiblement, encore une fois, des configurations clairement baissières sur tous les indices américains. Donc peut-être la fin peut-être la fin de ce rebond, une fois qu'il se confirme sur tous les indices en données journalières. Nous avons eu des patterns de retournement et ce retournement est en train de se confirmer. Ici, le Nasdaq pourrait aller chercher les 8525. Donc un retournement qui se confirme, que ce soit sur le journalier ou même sur l'intraday. Le Nasdaq en données intraday est en train de valider, pourrait valider tous ses objectifs de CNBC. Nous sommes d'ores et déjà allés chercher NT à 8560, une hausse qui n'est pas parvenue par la suite aux 8720 sur le palier de Kijun. Et là, on devrait refranchir les 8660 pour aller chercher tous les niveaux de ce N baissier. Donc voilà pour le Nasdaq
En intraday, le Dow Jones, hein, donc c'est le même état des lieux. Donc en intraday également, un N baissier. On repart au franchissement des 23 397, donc 23 400 plus largement, pour aller chercher 23 360, voire 23 280 et pourquoi pas les 23 165. Attention tout de même à tout franchissement de la Kijun. Avant cela, tout franchissement des 23 550, ce qui pourrait nous permettre d'aller rallier les 23 812, mais des perspectives qui restent clairement baissières, que ce soit pour le Dow Jones, le Nasdaq ou même le S&P 500, qui à l'image de tous les indices est en train de finaliser un N baissier. Le signal de vente sera donné au franchissement de 2795, ce qui nous permettrait d'aller valider les différentes lignes de force, que ce soit N à 2782 ou E à 2770. Donc voilà pour les indices américains en intraday. Nous allons passer à présent sur les matières premières. Alors j'avais eu une question par rapport à la saisonnalité. Justement, je tenais à préciser une chose concernant cette vidéo sur le gold. D'autres indicateurs, d'autres versions cycliques viennent concorder, hein, justement avec cet indice de saisonnalité, et ce qui pourrait ici nous confirmer éventuellement un point bas sur le gold le 31 octobre. Donc ce sont également les cycles de soda qui viennent confirmer ici l'indicateur de saisonnalité disponible sur la X-Station 5. Ça nous donne un cycle à 51 qui correspond ici qui correspond au top actuel, le top qui pourrait être marqué cette semaine avant un éventuel repli. Par la suite, au cycle 65, nous aurons éventuellement un nouveau top qui est mis en évidence ici sur l'indice de saisonnalité, mais également par les cycles d'Osoda en cycle 65, aux alentours du début du mois d'août, donc un nouveau top éventuellement, et un creux qui pourrait être marqué à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Cela nous est indiqué par l'indicateur de saisonnalité de la station X, station 5, mais également par les cycles d'Osoda en période 76, très exactement à la fin du mois d'octobre. Donc plusieurs analyses cycliques viennent renforcer la vision qui vous a été transférée lors de la vidéo spéciale Gold publiée la semaine dernière. Donc les cycles d'Osoda viennent confirmer tout cela. Donc cela en réponse à un des commentaires que j'ai vu. Je n'ai pas eu le temps d'y répondre. Je vais répondre à tous les commentaires, hein, que j'ai en retard, et j'en ai, je le sais, ça sera fait dès aujourd'hui. Donc je me suis permis d'ajouter cela également pour répondre à cette question, simplement pour montrer qu'il y a plusieurs visions cycliques et même de saisonnalité qui viennent confirmer ce timing. Alors le gold en données journalières qui s'inscrit toujours dans son triangle symétrique aux alentours de son apex, aux alentours des 1700 $. Actuellement, la vision H4 est beaucoup plus précise. Vision H4 ici qui nous permet de comprendre, hein, le repli que nous avons pu constater. Nous sommes allés chercher la borne inférieure de ce triangle symétrique. Je tiens à préciser que je n'ai pas ajusté, hein, cette borne inférieure. Elle était déjà là, hein. Cette borne inférieure avait déjà été tracée lorsque nous avions testé ici pour la première fois la borne supérieure. Donc tout ça pour constater la précision de cette borne. Donc un triangle, un test de la borne inférieure actuellement au-dessus de l'APEX, l'APEX qui correspond à la SSV. Attention à toute sortie de nuages par le haut, notamment à tout franchissement des 1715, ce palais de SSV. Cela pourrait nous permettre d'aller chercher les 1720 pour aller tester le haut de notre triangle symétrique. Donc, et donc un scénario toujours bullish, car je vous rappelle que l'on ne sait pas par quel sens vont sortir les cours d'un triangle symétrique, mais nous gardons un biais extrêmement haussier sur le gold. Et le pétrole WTI qui est allé chercher cette ligne de force NT à 23,10. Donc c'est la ligne de force NT de ce N majeur. Alors ici, je pense qu'on va faire un point parce qu'il y a beaucoup de volatilité sur le pétrole. On peut constater des mouvements haussiers très brusques et se demander si ce n'est pas la fin de la baisse. Donc il y a des niveaux à garder sous surveillance. Et l'un des niveaux, justement, ce sont les 23,11.
Pourquoi? Parce que c'est le niveau qui donne le top départ de ce N baissier et donc tout passage au-dessus d'NT pourrait invalider toutes ces différentes lignes de force que l'on peut constater en gris ici, sur la ligne de force à 15,18, la ligne de force à 12,63 et celle à 7,25. C'est pour ça qu'il faut comprendre que tant que nous sommes en dessous des 23,11, le biais reste clairement baissier. Et il y a donc un très grand range ici que l'on peut clairement voir, hein, c'est le range entre NT et N, entre 23,11 et 15,18. Donc tant que nous sommes ici, on peut assister à des mouvements extrêmement brusques. Donc c'est un range très large, un range de 8 $. Seul un franchissement d'NT nous permettrait d'envisager des perspectives quelque peu haussières, mais haussières seulement en direction des 26,24 $. Donc ça nous donne simplement un prochain objectif, mais ça ne nous donne pas un biais haussier sur le long terme, hein. Sur le long terme, il y a toujours d'énormes pressions sur ce marché-là, donc très important de comprendre cela. Donc ceci étant dit concernant le pétrole, donc des pressions baissières qui pourraient aujourd'hui se confirmer, hein, après cette belle hausse du WTI permettant d'aller chercher NT à 23,11. Nous allons à présent ajouter Ishimoku. Nous sommes en train de réintégrer notre nuage. Attention à tout passage sous 21,20, ce qui pourrait nous ramener à 20,40. En revanche, si on franchit les 20,40, ce serait un signal très fort, un signal de court terme extrêmement baissier pour aller chercher les 19,20. Et si les 19,20 sont franchis, on repasse au 18,10. Donc attention au pétrole. En revanche, tout franchissement des 21,85 serait un signal d'achat sur le court terme en direction des 22,90. Donc des opportunités de très court terme en cas de franchissement des mouvements que nous avons énoncés, mais un biais haussier, un indice de retour à la hausse qui pourrait nous être donné si et seulement si le WTI s'affranchit des 23,10. Et là, ça pourrait nous permettre d'imaginer seulement un WTI à 26,20. Un franchissement des 26,20 nous permettrait d'imaginer un WTI aux portes des 30 $. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de franchissement des 23,11, les paliers sont très élevés, les niveaux à aller chercher à la hausse. En revanche, à la baisse, les niveaux sont beaucoup plus rapprochés et c'est le scénario à privilégier. Et donc, nous avons d'ores et déjà énoncé tous les scénarios. Alors après avoir parlé du pétrole, nous allons parler du café, mais avant cela, de l'USD BRL qui est revenu sur cette zone de résistance entre V et N. Cela a empêché donc le café de s'affranchir à nouveau des 108,30 et donc un café qui temporise plus largement sous les 107,60. Encore une fois, notre biais sur le café sera conditionné au mouvement sur l'USD BRL. Si l'USD BRL vient franchir les 5,44, ce serait pour accélérer à la hausse et venir effectuer un pullback sur F2, donc la seconde speedline. Alors pour terminer, nous allons aborder le marché d'échange avec le dollar index. Le dollar index qui s'était replié, qui retrouve des couleurs à présent, qui tente de rallier sa Kijun à 99,70. Cela permet à l'euro-dollar de se replier. L'euro-dollar qui est déjà à sa Kijun, hein, contrairement au dollar index, après avoir testé la veille encore une fois ce seuil psychologique des indices, on se replie nettement, la Kijun semble tenir les prix, nous avons une forte zone de support ici, seul un franchissement de cette zone-là nous permettrait de repartir à la baisse avec des objectifs à 1,0816. Donc voilà pour l'euro-dollar. À noter le GBP-USD qui est allé chercher les 1,26 avant de se replier en direction des 1,2484 et on se replie actuellement en direction du seuil psychologique à 1,24 avec un N aussi ici toujours d'actualité, un signal d'achat, hein, qui serait un signal extrêmement fort en cas de franchissement de ce niveau, en cas de franchissement des 1,26. Dans ce cas-là, on pourrait déployer les niveaux ci-dessus. Et donc, ce sera les prochains objectifs en cas de franchissement tout d'abord de ce niveau, ensuite de N. Alors, ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Une semaine
qui débute en territoire négatif, une semaine qui pourrait peut-être annoncer un retour au repli. euh, Après un rebond sans précédent sur les indices, un rebond qui n'était pas justifié, donc peut-être un retour à la normale et peut-être un retour des tensions entre la Chine et les États-Unis qui nous ramènerait à la normale. En tout cas, c'est ce qui se profile actuellement et c'est assez étonnant d'ailleurs, très intéressant de noter que au moment où nous sommes arrivés au niveau que nous avions connu lors de la signature de la phase 1 du deal entre la Chine et les États-Unis. Donc c'est à ce moment-là que des tensions sont survenues à nouveau et que justement ce fameux deal refait surface et on parle à présent de l'engagement d'achat de matières premières. Donc très étonnant de le constater et que c'est bien le catalyseur baissier actuellement. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading, je vous souhaite une très bonne journée, on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.